le secteur de la première ligne et le secteur de la santé mentale. Alors, on ne va pas le faire n'importe comment, on va le faire en finançant du temps de coaching qui sera à votre disposition. Donc, vous allez vous-même définir vos besoins, rechercher les coachs qui pourront vous aider dans les besoins que vous aurez identifiés. Et nous, on va prendre en charge ces frais-là. Alors, à qui ça s'adresse, cet appel à projet? C'est tous les acteurs ou de la première ligne qui sont confrontés avec des usagers de la santé mentale, ou soit des acteurs de la santé mentale qui travaillent en première ligne. C'est vraiment les deux côtés de la pratique de collaboration, les deux partenaires de collaboration qui sont concernés. Et donc, comme je le disais déjà tout à l'heure, pour se porter candidat, c'est bien de déjà, si pas avoir développé la pratique de collaboration, mais déjà au moins avoir identifié qui veut travailler ensemble, se connaître déjà, savoir ce qu'on va faire ensemble, et donc déjà avoir cette envie de travailler ensemble, de travailler en commun. Ça, c'est très important. Alors, comme je le disais, on va vous soutenir en vous proposant un soutien forfaitaire de 40 000 € sur 2 ans maximum, qui vont vous permettre de couvrir les frais de ce coach externe que vous allez trouver vous-même. Et on peut éventuellement imaginer financer également avec ces 40 000 €, une petite partie, 10 000 € maximum, des outils dont vous auriez besoin pour travailler cette collaboration. Par exemple, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'un logiciel informatique pour mieux organiser les réunions entre vous, avoir un agenda partagé. Donc, ce genre de choses peut aussi être repris par les 40 000 € forfaitaires qui vous seront donnés. Et donc, dans le dépliant de présentation de l'appel à projet que vous trouvez sur le site web, vous voyez qu'on dit que le coach vise à aider les pratiques de collaboration à se développer, à se renforcer. Il va permettre aux organisations de dégager du temps et d'investir de l'énergie dans les pratiques de collaboration. Parce qu'on sait bien que qu'est-ce qui est difficile quand on veut travailler ensemble et qu'on ait des structures différentes, c'est tout ce qui concerne la concertation. C'est très chronophage, ça demande beaucoup d'énergie à investir. Et donc, le coach, son rôle, ce sera vraiment d'organiser ça et de vous donner tous les trucs et toutes les astuces pour vous permettre de travailler ensemble en tant que personne. Donc, il y a des aspects interpersonnels, comment est-ce qu'on aide les professionnels à travailler ensemble, et à travailler sur les aspects interorganisationnels, comment est-ce qu'on aide les organisations à travailler ensemble. Et donc, le coach va vraiment analyser votre cas particulier, vous offrir le soutien adapté à votre contexte, à votre réalité de travail, à vos difficultés, à vos besoins. Et l'idée, c'est qu'au bout de 2 ans, quand le coach aura fini sa mission auprès de votre organisation, normalement, ça devrait rouler. La collaboration entre votre organisation et l'organisation partenaire devra fonctionner d'elle-même. Les routines seront installées, les modes de collaboration seront installés et ça ne devrait plus poser de problème. Vous ne devriez plus avoir besoin d'un soutien spécifique. Et donc, vous verrez plus tard que les coachs et les pratiques de collaboration sont réunis dans des réseaux d'apprentissage que nous, on va suivre. On ne va pas lâcher comme ça dans la nature C'est bloqué, on n'entend plus. Oui. pour rentrer un projet Voilà. et qui seront soutenus. Vous aurez
coach qui va vous aider à élaborer le dashboard. Donc, c'est une espèce d'outil qu'on va utiliser pour suivre votre projet. Il va vous aider dans la relation avec les coachs, comment est-ce que vous faites pour rechercher les coachs, comment vous les sélectionnez. Il va vérifier que les contrats sont bien rédigés. Il va vous aider aussi à mettre en place ce que les coachs vous diront de mettre en place. Bref, il y aura quelqu'un, une référence, une personne de référence vers qui vous pourrez vous retourner pour avoir du soutien. Et alors, les coachs que vous aurez sélectionnés, avec qui vous allez travailler, on va les réunir tous ensemble, les différents coachs qui auront été engagés par les différents projets, et on va les soutenir pendant les 2 ans. 4 fois, on va les voir sous un mode d'intervision. Et la première mission, ce sera de rappeler un peu les spécificités du secteur santé mentale et de la première ligne, et les aider vraiment à travailler ces questions spécifiques. Parce que les coachs seront des professionnels de l'organisation, du management des organisations, mais ils n'auront pas forcément une connaissance de ces 2 secteurs de la santé mentale et de la première ligne. Mais ça, donc, on s'assurera que c'est le cas en les encadrant. Je vais peut-être m'arrêter ici dans un premier temps. Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à l'objectif, aux candidats potentiels et au suivi qui est offert au projet qui serait sélectionné? Alors, je vais… est-ce que si vous pouvez utiliser votre petite main, comme ça je vois sur l'écran qui me demande la parole. Oui, je vois Madame Angler, c'est ça? Vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Voilà. Bonjour et merci d'abord. Voilà, je voulais juste, pour bien comprendre, la collaboration, elle doit être envisagée entre 2 organisations différentes ou ça pourrait être éventuellement entre 2 services d'une même organisation? Ben, ça dépend. Ces 2 services qui travaillent l'un vers la première ligne et l'autre sur la santé mentale. Peut-être concrétiser un peu votre question pour que je comprenne bien. Et nous, ici à la CSD, on développe justement un service, enfin pas un service, mais via les soins psychologiques de première ligne, on développe en fait une aide psychologique à domicile. Donc, on est dans la santé mentale de première ligne. Mais tout ça, en fait, doit pouvoir trouver un cadre de collaboration avec d'autres services de première ligne de la centrale. Et c'est un travail considérable, en fait. Donc, voilà, je me demandais si dans le cas de grosses organisations, c'était aussi une collaboration qui pouvait être envisagée. Oui, tout à fait. Okay. Puisqu'on a là les 2 pôles, Oui. l'aide et le soin à domicile et puis le soutien psychologique. Et l'idée, c'est de faire les ponts. Nous, notre objectif, de toute façon, à long terme, c'est au bout de la chaîne, c'est que l'usager soit mieux aidé, mieux pris en charge, mieux soutenu et que les professionnels du champ de la première ligne sachent mieux gérer les usagers avec des besoins psychologiques et psychiques particuliers. Donc, a priori, pour moi, ça peut fonctionner. Maintenant, je ne suis pas le jury, hein, c'est un jury indépendant qui décide et qui analyse les dossiers, mais dans ce cadre-là, pour moi, c'est oui. Et dans ce cas, ça devrait être quand même un coach qui soit externe? Oui, donc ça, on y reviendra, okay. Mais l'idée, c'est que le coach soit un regard extérieur à l'organisation pour vous permettre peut-être de vous décaler et de trouver des points de travail, des pistes de travail que vous ne pourriez pas vous-même envisager en ayant le nez sur le guidon comme vous l'êtes. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir un regard extérieur qui aide la collaboration. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce stade-ci? Madame Dele Pedro, je vois.
Alors, merci de me donner la parole. En fait, l'ordinateur appartient à ma collègue qui s'appelle Madame Dele Pedro. Mais moi, je suis Virginie Laval. Je travaille à ECOSAD. ECOSAD est un service qui accueille en son sein tant le RLM du Brabant Wallon que le CIST du Brabant Wallon. Le CIST va probablement plus vous parler puisque c'est un service intégré de soins à domicile. Nous avons des partenariats avec les différents acteurs de la première ligne et nous travaillons autour de concertations en perte d'autonomie ou bien pour les patients justement qui souffrent d'une pathologie psychiatrique. Et alors, moi, en vous entendant, je me dis, mais en fait, ce que vous décrivez, c'est ce qu'on fait déjà au quotidien. Donc, on organise des concertations de partenaires, de personnes qui gravitent autour de la santé mentale et on les met en lien pour justement une prise en charge optimum. Et donc, ma question, c'est en quoi votre projet est différent ou complémentaire? Et il est complémentaire dans le sens où il s'adresse à des gens qui ne sont pas déjà dans des coordinations et qui organisent qui ont besoin de mettre en place ces partenariats. On pense par exemple à des aides-soignantes ou des personnes qui font du soutien à domicile et qui ne sont pas armées pour faire face à des usagers qui ont parfois des troubles psychiques et qui ont besoin d'aller chercher de l'aide auprès du secteur de la santé mentale, soit pour se former, soit pour mettre en place de la collaboration sur le terrain. Donc, c'est les gens qui n'ont pas la chance d'être dans des réseaux, ni d'avoir des collaborations qui leur permettent de prendre en charge ce type d'usagers. Je vois, je vais dans le sens de mon écran, vous n'y voyez aucun favoritisme, mais je vois Marina qui a levé sa main. Oui, bonjour, déjà. Je me présente, je travaille au CPS de Forêt. Je vois qu'une collègue a levé sa main aussi, Rachida. En fait, moi, je m'en vais en décembre et j'ai juste repris en intérim le poste de coordinatrice. Donc, le CPS de Forêt a lancé un projet pilote pour le syndrome de Diogène avec une psy, un coordinateur de chantier pour le désentassement. Et du coup, là, une de mes collègues, c'est un projet de recherche-action. Donc, il y a des partenariats avec d'autres ASBL et avec l'ULB. Il y a un poste de coordinateur et de coordinatrice que moi, je ne vais pas vraiment assurer longtemps que jusqu'en décembre. Est-ce que ce coach pourrait, par exemple, donner tous ces tips à toute l'équipe, dont un coordinateur et une coordinatrice ou une coordinatrice qui sera engagée, ou alors là, on ne rentre pas dans le cadre du projet, puisqu'on aurait une personne qui est coordinateur ou coordinatrice. Mais je ne comprends pas bien la question, en fait. C'est qu'on fait déjà des groupes de travail et tout, mais tout a dû être inventé. Donc, il y a des lacunes. Mais en tout cas, nous, on ne veut pas soutenir de la recherche ici avec cet appel à projet-ci. C'est pas vraiment... Vous parliez de recherche-action. L'idée, c'est vraiment pas de faire de l'exploration et de la recherche. C'est vraiment des acteurs de terrain qu'on veut soutenir et qui sont actifs, les mains dans le cambouis, qui travaillent et qui doivent s'occuper d'usagers. Donc, j'espère que j'ai peut-être mal compris votre... Oui, je pense. Et donc, il y a un coordinateur. On fait des visites à domicile chez des personnes qui ont le syndrome de Diogène et le but, c'est de les aider. Après, le côté recherche de l'ULB, peut-être que ma collègue qui est la chercheuse... Enfin, c'est pas vraiment... C'est une convention de partenariat, c'est juste pour pouvoir après faire on va dire, des choses qui se mettraient dans tous les CPS. Simplement, c'est ça le côté recherche. Okay. L'action, elle est là. L'action, c'est on va chez les personnes qui ont le syndrome de Diogène sur la commune de Forêt, mais malheureusement, on ne peut pas prendre en charge les autres. Et si on arrive à mettre en place des bonnes procédures et des choses qui pourraient aider les autres communes, c'est juste qu'après, elles pourraient prendre exemple sur nous, s'il y a moyen de faire une étude là-dessus. Mais la base, c'est vraiment d'aider les personnes qui ont le syndrome de Diogène avec une approche psychologique, une approche administrative. On est aussi... donc, on a une convention de partenariat avec une autre ASBL qui nous fournit des assistants et des sociaux ou assistantes sociales qui les aident pour les démarches administratives. Donc, c'est vraiment un projet avec plusieurs facettes et même un projet culturel dedans. Donc, ça demande une énorme coordination.
Et donc, je pense que le poste à pourvoir, qui sera bientôt à pourvoir en décembre, la personne ne sera pas forcément coach. Souvent, moi, j'ai fait Sciences Po, la personne avant aussi. Voilà, on apprend à être coordinateur ou coordinatrice via le projet. Et donc, est-ce qu'on pourrait bénéficier de ce subside? Est-ce qu'on pourrait répondre à cet appel à projet pour former toute cette coordination entre les équipes avec les conventions et en même temps la personne qui resterait Oui, à plus long terme? oui, oui. Oui, ça rentrerait dans le Oui, cadre. oui, oui. Mais écoutez, merci. Est-ce que Rachida, c'était la même question? Je pense que c'est pas ma collègue, mais je suis pas Ah, sûre. ok. Ici, Bah alors, Rachida, vous avez Ici. la parole. ici, bonjour Marina. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Rachida Ben Siman, chercheuse à l'École de santé publique de l'ULB et je travaille dans le cadre du partenariat avec le CPS de Forêt, le projet Univers Diogène. Alors, ce n'était pas du tout la même question. Alors, moi, je voyais cet appel à projet différemment de comment Marina le voit. Pour moi, je pense que c'est important d'avoir un coach en tant que tel, outre, on va en discuter en équipe bien sûr, mais outre un coordinateur qui va gérer le projet dans sa globalité, parce que je pense que ce qui est important, c'est effectivement de fluidifier, même s'il viendrait probablement en appui, mais je pense que les deux... les deux fonctions peuvent se confondre ou peuvent être en un, mais ce qui est important, je pense que c'est cet appui aux acteurs de terrain. La recherche-action, ici, c'est une recherche-action qui est complètement intégrée dans le terrain, mais ici, le poste de coach viendrait fluidifier. Alors, si je comprends bien, en tout cas, cet appel à projet viendrait fluidifier la collaboration, peut-être prévenir peut-être certaines tensions qui pourraient subvenir, etc. Et donc moi, ma question, c'était plus très terrain, pratico-pratique, par rapport au rôle du coach. Est-ce que parmi les rôles du coach, ça pourrait aussi, il pourrait peut-être venir aussi en prévention des tensions, en soutien peut-être à l'épuisement des travailleurs? Est-ce qu'il pourrait venir aussi motiver les équipes, améliorer le partenariat, mais aussi vraiment être un soutien aussi pour les équipes de terrain? Ça, c'était un petit peu ma question par rapport au rôle du coach. Alors, oui, donc ce qui est clair, c'est qu'une des premières étapes de la mission, ça va être de définir les besoins de la pratique de collaboration. Et parmi ces besoins, il peut y avoir ce que vous amenez, plus de travail sur la motivation, plus du travail de prévention de l'épuisement, des choses comme cela. Et effectivement, et donc ça va vous permettre de choisir le coach en conséquence de vos besoins. Chaque projet est différent et chaque coach apportera ce qui est nécessaire à la pratique de collaboration. Donc, c'est vraiment tout à fait envisageable. Puis, si c'est ces besoins-là qui ressortent de votre diagnostic et de vos besoins, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous remercie. Je vois qu'il y a encore une question de Cécile de Déjeuner. Oui. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Marota Cécile, je suis directrice dans une maison médicale du côté de Charleroi. Et donc, en fait, moi, ma question, c'était, dans notre infrastructure, on a des médecins généralistes, une psy, un assistant social, et on a un service d'aide aux victimes de violences conjugales et intrafamiliales. Et donc, c'était pour voir si cet appel à projet, c'était vraiment pour des collaborations externes à la maison médicale, ou alors si dans notre structure qui regroupe plusieurs services, est-ce que ça pourrait matcher aussi ce coach qui viendrait aider notre structure? Et vous avez des besoins entre différents services, vous ressentez vraiment des choses qui coincent, Ça arrive comme dans toutes les équipes. Ce que moi je vois ici qui commence à un peu poser problème, c'est que avec le Covid, nous, le service de violence conjugale et intrafamiliale a explosé. Et ce que je ressens très fort, c'est quelquefois, elle est seule, c'est un temps plein, c'est une intervenante sociale qui gère toute seule ce service. Et quelquefois, ce n'est pas évident pour elle. Et les médecins, je pense, de temps en temps, ont peut-être aussi du mal à réaliser la réalité de terrain, tout ce qu'elle doit porter aussi.
Et donc, ce serait peut-être aussi du coaching pour l'intervenant social, pour l'aider aussi dans son travail, mais aussi pour recréer aussi cette connexion et cette réalité avec les autres, mais interne à la maison médicale, du coup. A priori, ce n'est pas comme ça qu'on l'a pensé. C'est plutôt entre la maison médicale et un intervenant extérieur. D'accord. Parce que je trouve qu'on n'est pas tout à fait dans la même configuration que le cas du CSD qui a vraiment des gros piliers différents. Mais vous pourriez quand même tenter le coup et rentrer un dossier et voir comment le jury se positionne. D'accord. Et voir un peu, ça dépend aussi de la qualité des autres dossiers, de ce qu'on va recevoir. A priori, ce n'est pas pensé comme ça, mais pourquoi pas, s'il y a vraiment des gros besoins et que le jury est sensible à votre dossier, pourquoi pas. Mais a priori, ce n'est pas comme ça que c'est pensé et c'est plutôt entre deux structures différentes, quoi. D'accord, ok. Merci. Je vous en prie. Monsieur Pirard. Oh putain, j'espère qu'on m'entend. Oui, très bien. Donc, moi, je travaille dans une maison médicale aussi. Je suis intervenant social et je participe à un groupe de coordination de première ligne de soins de santé mentale sur Liège, qu'on a appelé Championanes. C'est un groupe qui rassemble des institutions et des acteurs, donc pas uniquement des institutions, mais aussi surtout des travailleurs de première ligne dans la santé mentale et dans la santé, avec pour objectif de structurer la coordination. Et ce groupe est en train de travailler, par exemple, sur des outils qui permettent d'améliorer les coordinations entre l'hôpital et la première ligne de soins de santé mentale et la première ligne de soins. Est-ce que ça correspond, et j'ai l'impression que ça correspond quand même pas mal à l'appel à projet. Et alors, la deuxième question, et peut-être qu'on y reviendra plus tard, j'ai vraiment du mal avec ce qu'on appelle et ce qu'on met derrière l'appellation coach. Je ne sais pas ce que ça représente, si c'est un acteur extérieur du terrain qui connaît bien la réalité, si c'est un manager professionnel qui va venir nous expliquer comment mettre en place les forces vives. Enfin, je ne sais pas très bien. Et alors, j'ai besoin de voir quelle est l'intention derrière le coach. J'ai cru la comprendre quand vous dites un regard extérieur. Et d'un point de vue pratique, à quelles conditions il va devoir répondre pour pouvoir être pris comme coach. Parce qu'on a soit des anciens travailleurs, soit des jeunes travailleurs qui viennent d'autres secteurs qui pourraient être intéressants, mais qui n'ont pas nécessairement une activité d'indépendant complémentaire ou d'indépendant. Et donc voilà, les conditions qui peuvent encadrer cette mise à disposition ou ce travail m'intéressent. Et voir si, dans ce cadre de coordination et de structurer la coordination première, deuxième ligne, on est bien dans le cadre de ce projet autour de la santé mentale. Ok, donc sur la question sur la coordination, effectivement, c'est dans le cadre. Maintenant, ici, on est plus sur la santé mentale et la première ligne. On est moins sur la deuxième ligne, donc avec l'hôpital. Mais s'il n'y a pas que un travail avec l'hôpital, que c'est première ligne, deuxième ligne et santé mentale, pour nous, il n'y aura pas de souci. Alors, sur le coach, effectivement, finalement, la base de sa formation importe peu. Ça peut être quelqu'un qui est formé au management des organisations, ça peut être quelqu'un qui a une expérience professionnelle qui lui permet d'avoir un regard critique et sur le fonctionnement d'une équipe de travail, etc. Je veux dire, sa formation de base, soit théorique ou de par son expérience, importe peu. L'important, c'est qu'il puisse, encore une fois,
apporter les réponses à vos questions, à vos besoins. Alors, comment vous allez le trouver? Vous allez devoir rédiger une espèce d'appel d'offres qui va définir un profil de fonction. Donc, qu'est-ce que vous recherchez? Pourquoi faire dans votre organisation, dans votre partenariat? Et en ayant reçu ces différentes propositions, ces différentes réponses, ces différentes offres, vous choisirez le coach qui vous correspond le mieux. Effectivement, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir ce regard extérieur. C'est quelqu'un qui a une expertise particulière, qui n'est pas présent dans l'organisation ou dans les organisations qui forment le partenariat et qui peuvent vous apporter justement ce qui vous manque et ce décalage qui est souvent très, très précieux dans ce type de travail. Donc voilà, est-ce que j'ai répondu à vos questions? Globalement, oui. Ok, très bien. On va continuer. Je prends encore les 3 questions qui restent là et puis je vais continuer la suite du PowerPoint et puis on reviendra aux questions. Monsieur Labella. Oui, bonjour. Merci pour votre initiative. Voilà, vous avez déjà répondu partiellement aux questions que je me posais. Je travaille également dans une maison médicale et nous aimerions développer, on a une approche communautaire. Une maison médicale au sein d'une entité, Walcourt, qui est très espacée, et nous aimerions développer justement une interorganisation dans une approche communautaire. On a un espace pour pouvoir accueillir toutes les associations et organiser des réunions, mais on n'a pas les moyens donc humains pour pouvoir le faire. Et je me demandais si ce coach pouvait effectivement effectuer ce travail et faciliter la collaboration entre les différentes institutions, et organiser un espace de rencontre, diriger la réunion, ce genre de choses, quoi. Est-ce que ça rentre dans le cadre de votre projet? Alors, le coach, ce n'est pas du personnel. Parce qu'en fait, au bout de 2 ans, quand le budget de 40 000 € sera épuisé, cette personne ne sera plus là. Et donc, vous ne pouvez pas faire reposer votre projet sur cette personne. Ce n'est pas elle qui va animer la coordination, ce n'est pas elle qui va organiser les activités, etc. Elle peut lancer une synergie, elle peut lancer une dynamique. Par contre, c'est ce que j'allais dire, elle peut expliquer, aider les personnes qui seront sur le terrain maintenant et encore après à organiser le travail. Et ça, c'est son but. C'est vraiment l'objectif, c'est d'organiser la concertation entre les différents partenaires, leur expliquer comment ne pas perdre trop de temps pour faire les convocations, comment rédiger les PV, enfin bref, toute la mise en place, il peut aider, mais les tâches ne peuvent pas reposer sur lui, puisque dans 2 ans, il ne sera plus là. Oui, ok. Ça va? Mais ça rentre dans le cadre, en tout cas. Oui, tout à fait. Par contre, la coordination avec les différents partenaires locaux au niveau de la communauté, avec la maison médicale qui est moteur, ça, c'est tout à fait bien. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, il y a encore Madame Hubert, Sophie Hubert. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez, il y a des travaux ici, alors ça va être très compliqué, ça va. Voilà, moi je travaille pour la concertation wallonne des acteurs en charge des MENA et ex-MENA, et les services avec lesquels je fais de la concertation ont souvent des questions de santé mentale avec le public qu'ils rencontrent, et un des besoins, c'est souvent de trouver des lieux pour les orienter, de trouver une seconde ligne justement peut-être, ou une première ligne en matière de santé mentale, et donc moi, au départ, j'avais pensé, en lisant l'appel à projet, mais peut-être, effectivement, je me suis trompée, c'est que je me disais, le coach, il va peut-être pouvoir avoir une connaissance du secteur de la santé mentale et pouvoir un peu wheeler les orientations de ces jeunes vers le secteur de la santé mentale. Voilà, moi, je voyais ça plutôt en termes de formation, sensibilisation des acteurs de première ligne, avec une connaissance du secteur pour pouvoir mieux aiguiller ces jeunes et créer
des ponts plus facilement, créer peut-être des procédures de relais, des choses comme ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça rentre, parce qu'alors, ce n'est pas un coach manager, c'est un coach qui connaît le secteur, en fait, un peu. Non, ici, évident, en fait. Non, ici on est moins sur un coach qui va travailler avec des tâches qu'un coach qui va travailler sur du processus. Ici, c'est vraiment un coach qui va s'attaquer au processus et relayer, comme vous utilisez ce mot, c'est pas mal, relayer les processus, mais qui ne va pas amener de l'input thématique, je dirais. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, je pense qu'on est moins dans le coach dont vous avez besoin, là, qui est plutôt un professionnel de terrain qui connaît bien, qui a une bonne carte sociale, MENA et santé mentale. Ici, on est plus dans quelqu'un qui va venir aider les gens à travailler ensemble, mais travailler sur le processus de travail, moins sur le contenu. Je regarde mon écran. OK, je pense qu'il n'y a plus de questions, mais de toute façon, on aura encore un temps d'échange après. Je vais juste poursuivre la présentation. Alors, je pense que je m'étais arrêté aux critères ici. Voilà. Donc, les critères de recevabilité, donc pour pouvoir postuler, c'est d'être tout d'abord évidemment prête à vous engager dans un trajet de coaching. Vous savez que tous les dossiers de candidature des appels à projets de la Fondation et des fonds qui sont gérés se passent en ligne, que vous devez respecter les délais, qu'il y a évidemment une pratique de collaboration qui ne doit pas avoir une fin commerciale, mais bien une fin d'intérêt général, que la pratique de collaboration doit se situer sur le territoire belge et que vous êtes d'accord de participer à une étude de cas et à échanger votre expérience dans un réseau d'apprentissage. Alors, sur la sélection maintenant, qu'est-ce que le jury va vraiment regarder de près pour sélectionner? D'une part, c'est que la pratique soit prête à démarrer ou déjà en cours, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les partenaires doivent déjà être identifiés, ils doivent déjà avoir un intérêt à travailler ensemble. Et donc, vraiment, l'idée, c'est de soutenir des pratiques qui sont sur le point de démarrer, qui travaillent déjà ensemble et qui veulent pérenniser. Alors, le deuxième point, c'est que cette pratique de collaboration doit garantir la continuité des soins et la qualité des plans de soins. Et donc, c'est vraiment la finalité que j'évoquais tout à l'heure. Ça doit profiter à l'usager à la fin. La pratique de collaboration doit s'assurer de l'implication des usagers aussi, c'est encore mieux, et de l'entourage de ces usagers et prendre en compte les objectifs de soins de ceux-ci. Et enfin, ça doit être une pratique de collaboration qui est locale et qui garantit vraiment une accessibilité la plus grande, accessibilité en tous les types d'accessibilité, l'accessibilité physique, mais aussi l'accessibilité financière, bref, les différentes acceptions du mot accessibilité sont prises en compte ici. Et donc, ça doit garantir aussi l'accessibilité aux plus vulnérables. Ça, ce sera les deux types de critères par lesquels le dossier sera jugé, la recevabilité, mais ça va très vite, et puis les critères de sélection qui correspondent aux questions spécifiques qu'on vous pose dans le dossier de candidature. Alors, on a fait une recherche à l'étranger pour vous proposer des modèles de collaboration qui ont déjà été développés, et vous trouvez sur le site web de la Fondation cette publication, Santé mentale dans la première ligne, exemples internationaux. C'est un chercheur de la VUB qui l'a réalisée. Elle est très récente puisqu'elle a été publiée l'année dernière, en juin. Allez y jeter un coup d'œil, ça donne vraiment des choses inspirantes et intéressantes, et ça peut vraiment vous aider, même si vous n'êtes pas sélectionné dans le cadre de cet appel-ci, à réfléchir un peu votre pratique et à enrichir celle-ci en regardant ce qui se passe à l'étranger.
Alors, au niveau du timing et des délais, si vous décidez de déposer votre candidature, vous allez sur le site web de la Fondation et vous trouvez le lien vers le dossier de candidature à remplir et celui-ci doit être rempli, validé pour le 30 novembre 2022. Et le jury va travailler pendant le mois de décembre et janvier pour finalement pouvoir vous annoncer les résultats de la sélection début février 2023. Okay, donc, déposer le dossier pour le 30 novembre et la réponse pour la sélection ou la non-sélection début février. Que vous soyez sélectionné ou non sélectionné, de toute façon, vous recevez un mail à chaque fois qui vous informe de la décision du jury. Et donc, les dossiers de candidature, c'est uniquement via le site web. Alors, quelques questions qu'on nous a beaucoup posées pendant le premier appel à projet qu'on avait lancé. Donc, les opérateurs de la deuxième ligne ne sont pas éligibles, donc tout ce qui est hôpitaux, par exemple, ne peuvent pas se porter candidat. Donc, le coach ne peut pas être un membre de l'équipe, hein, ça doit être quelqu'un d'extérieur. Et la pratique de collaboration, encore une fois, doit déjà être élaborée un minimum. Les partenaires doivent se connaître et le projet de travailler ensemble doit déjà être présent. Voilà. Je pense que je suis arrivé au bout de ma présentation, donc je vais arrêter la présentation et je vais répondre aux questions que vous poseriez encore maintenant. N'hésitez pas à faire. Voilà. Madame Anglais, vous avez encore une question ou bien c'est la main de tout à l'heure? Votre micro n'est pas branché. Voilà, pardon, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Alors, j'avais une question par rapport... donc, je vous ai expliqué un cas de figure tout à l'heure, mais voilà, je pensais peut-être, ce n'est pas encore vraiment défini, je pensais peut-être à un autre cas de figure. Par exemple, lors de sorties de certains patients de HP, une des conditions pour autoriser sa sortie de l'hôpital est de mettre en place une aide familiale à domicile. Ceci étant, au départ, on voit que le patient est stabilisé, mais c'est quelque chose qui peut assez vite décliner s'il y a un manque de suivi par ailleurs d'équipes mobiles psychiatriques, etc. Et donc, c'est vraiment une question qui est assez récurrente de comment pouvoir renforcer un petit peu le partenariat pour que en fait, l'aide familiale ne se retrouve pas un peu seule au front, entre guillemets, dans des contextes pour lesquels elle n'est pas armée. Je me pose quand même la question de savoir si on fait appel à un coach pour ça qui n'a pas de connaissance du terrain, est-ce qu'il ne va pas avoir un décalage avec la réalité, dans le sens où voilà, on peut savoir ce qui existe, il faut savoir ce qui existe comme aide, comme équipe mobile, quels sont leurs spécialisés, etc. Après, c'est aussi dans l'informel qu'on se rend compte des agendas de chacun et de ce qui coince aussi, quoi. Et donc, voilà, une première question, c'est comment pallier un peu à ce décalage qui pourrait éventuellement avoir lieu. Une deuxième question, c'est par exemple dans cet exemple-là, est-ce que le projet, le dossier ici de candidature doit être porté par deux organisations du coup, ou c'est une seule organisation qui rentre le projet, mais avec accord officiel de l'autre. Et alors, comme ça je groupe, hein, et puis je passe la main aux autres. Et alors, dans ce que vous dites, alors ce que je comprends, c'est que le coach est-ce qu'il doit être d'office indépendant, ou alors ça passe par une convention aussi via une autre organisation, je ne sais pas. Alors, pour la question de la
connaissance du coach. C'est bien pour ça qu'on le suit avec 4 réunions sur les 2 ans. D'abord pour avoir une sensibilisation à dans quel jeu il va jouer, hein, lui faire vraiment une espèce d'image de qu'est-ce que c'est que la première ligne, qu'est-ce que c'est que la santé mentale, etc. Donc, c'est pour vraiment le sensibiliser et lui donner un premier apport d'information. Mais son rôle à lui ne va pas être, encore une fois, de travailler sur la tâche vraiment, mais de travailler sur les processus de travail. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent organiser le travail entre les professionnels de la santé mentale et de la première ligne, mais lui ne sera pas un apport d'information théorique, il travaillera sur les processus de travail. Et donc, même si on lui donnera un petit background, a priori, ça ne va pas être le gros de son travail. Ça ne va pas être de travailler sur les contenus. Là, c'est les professionnels et de la santé mentale et de la première ligne qui seront sur le terrain, qui auront les connaissances et qui transféreront les connaissances de l'un à l'autre. Okay. Sur son type de contrat, est-ce que ça doit être un indépendant, etc. Ben, ça doit être quelqu'un, en tout cas, qui peut être engagé pour une mission donnée, dans un temps donné. Voilà, maintenant, est-ce qu'il doit être indépendant? Est-ce qu'il fait partie d'un réseau de coachs? Est-ce qu'il facture via la Smart, que sais-je? Tout est possible. Ça dépend aussi de vos possibilités à vous en tant qu'organisme, de quoi vous avez besoin comme type de contrat ou est-ce que vous pouvez engager des gens à la vacation? Est-ce que ça doit être un contrat? Enfin, voilà, ça, c'est un peu votre cuisine interne, je dirais. Mais je dirais c'est sans doute probablement le plus confortable que ce soit un indépendant, mais j'imagine qu'il y a d'autres formules qui sont tout à fait envisageables. Et j'ai oublié, du coup, la première question. Du coup, c'était de savoir si on identifie une autre organisation. Oui. Est-ce oui. Le dossier doit être rentré par une seule organisation, okay. Peu importe laquelle. Mais effectivement, dans le descriptif qu'on vous demande dans le dossier, c'est bien de bien identifier les partenaires et je ne sais plus si on vous demande un document officiel qui prouve qu'il y a un accord entre les partenaires, mais même, je pense que voilà, si vous... Je ne vous entends plus. Est-ce que d'autres personnes entendent quelque chose? Oui, il y a eu un bug, effectivement. Ah, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, je n'ai pas entendu votre réponse parce qu'il y a eu un bug, on ne vous entendait plus. Ah, d'accord. Donc, je disais une seule organisation qui rend le dossier. Ça marche? Oui. Et alors, dans le dossier, vous aurez l'occasion d'expliquer quelles sont les organisations partenaires, de bien décrire qui fait quoi. Ce sera suffisant pour le jury. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? De toute façon, n'hésitez jamais. Ah, Rachida, je vois. Oui, tout à l'heure, vous aviez parlé du réseau d'apprentissage, pardon, et il y avait une coupure, et donc, je n'avais pas bien saisi ce que vous aviez dit à ce moment-là. Je pense que la coupure était pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez juste un tout petit peu nous réexpliquer cette partie-là par rapport au réseau d'apprentissage? Oui, donc il y a deux soutiens qui sont donnés. Un type de soutien qui est donné au projet de collaboration qui sera sélectionné, où là, quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de la fondation, mais quelqu'un que la fondation engage pour faire le tour des projets, va vous aider à définir vos objectifs, vous aider dans votre recherche de coaching et s'assurer que tout se passe bien et que le suivi avec le coach se passe bien. Ça, c'est un premier soutien. Deuxième soutien, c'est pour les coachs, donc les gens que vous allez engager. On va les suivre
on va les sensibiliser au travail en première ligne de santé mentale et on va, sur les 2 ans, les voir 4 fois pour s'assurer que tout va bien et essayer de pouvoir répondre aux questions qui se posent dans les différents projets et de faire jouer l'intelligence collective entre coachs pour vraiment s'assurer que le suivi est optimal dans tous les projets. Et puis, en fin de parcours, on va aussi essayer de voir comment les différentes pratiques de collaboration auront fait leur trajet, qu'est-ce que le coach aura apporté, quels apprentissages on pourra tirer de ça. Mais ça, on n'a pas encore bien organisé, ça va se faire au fur et à mesure quand les projets auront démarré en fonction du moment où on pourra commencer à distiller déjà des enseignements des différents projets. Ça va? D'accord, très bien. Donc, c'est un peu dans l'idée de l'étude de cas que vous aviez évoquée tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, on va essayer de voir si ce qu'on fait avec cet appel à projet, ça fonctionne, si ça apporte bien de la solidité, de la robustesse aux pratiques de collaboration. Et en général, essayer de voir qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'il fallait prévoir, etc., pour pouvoir éventuellement diffuser ces enseignements-là à d'autres pratiques de collaboration qui voudraient se mettre en place. D'accord, très bien. Mais là, on est dans 2 ans, voire plus. Hein. D'accord, j'imagine avec peut-être une publication de la Fondation Roi-Baudouin. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas encore, on ne sait pas encore sous quelle forme exactement. Ça va vraiment dépendre du contenu qu'on va pouvoir en tirer. Et donc, il y a plusieurs coachs qui pourraient être financés, si je comprends bien, dans plusieurs organisations différentes. Alors, donc, chaque projet aura son propre coach, hein, ça c'est clair, mais il peut aussi demander un 2e coach ou un 3e coach suivant les besoins que le projet de collaboration aura mis en avant. Parce qu'il y a un coach qui pourra peut-être travailler sur la dynamique de groupe, alors qu'un autre travaillera plus sur les processus de collaboration, d'organisation de réunions ou que sais-je. Donc, on peut avoir plusieurs coachs dans une même pratique de collaboration en fonction des besoins que l'on a et de la qualité et de ce que le coach peut apporter par rapport à ces différents besoins. D'accord. Et ma question portait sur les 40 000 €. Est-ce que c'est pour financer une seule organisation pour un seul coach? C'est 40 000 € par organisation. Mais donc, ça veut dire qu'il y a potentiellement plusieurs candidats qui pourraient recevoir, avoir une candidature qui soit acceptée, en fait. Oui, il y aura 6 dossiers francophones et 6 dossiers néerlandophones qui seront sélectionnés. Ok, voilà, c'était ma question. Très bien, je vous remercie infiniment pour vos réponses. Oui, M. Timmermans, bonjour. Oui, bonjour. J'avais une petite question suite à la dernière remarque que vous aviez faite. En région bruxelloise, nous travaillons avec des associations dans la santé mentale qui sont les unes francophones ou les autres néerlandophones. Comment est-ce que vous nous recommandez d'introduire un dossier? Est-ce qu'on le fait en flamand? Est-ce qu'on le fait en français? Sachant que ou est-ce que ça n'a aucune importance, sachant qu'on peut coupler des francophones et des néerlandophones en fonction des secteurs qui ont été répartis en région bruxelloise sur cette aide de santé mentale de première ligne. C'est comme vous le souhaitez, soit vous le rentrez en français et vous serez jugé par le jury francophone, soit vous le rentrez en néerlandais et vous serez jugé par le jury néerlandophone. Ça n'a pas d'importance. Mais peu importe le type de partenaires qui sont officiellement néerlandophones. Donc, un dossier francophone peut construire un partenariat avec des partenaires flamands. Bruxelles, c'est Bruxelles. Oui, c'est ça. Ouais. OK, ça va. Monsieur Blavier. Bonjour Yves. La question est plus de savoir, est-ce que les associations usagères peuvent rentrer ce genre d'appel à projet? Je ne parle pas spécialement pour Citoyens où nous, évidemment, on a pu bénéficier de coaching de la Fondation Roi-Baudouin, mais je pensais à d'autres associations que j'ai essayé d'inviter ici, en me disant que des associations usagères développent plus des partenariats, mais pas avec une structure précisément, mais avec des fois plusieurs types de structures. On peut avoir des contacts avec des services d'aide familiale, comme nous, on en a déjà fait, ou avec d'autres organisations. Mais c'est vraiment
rassuré de me dire, est-ce que des associations usagères, sachant qu'ils n'ont pas un projet spécifique, ils ont des contacts multiples, divers avec des... Voilà, donc, évidemment, il faudrait structurer la chose ça dans le dossier de candidature, vous serez obligé. Mais effectivement, c'est un bel exemple de partenariat entre des services que vous évoquiez de première ligne, d'aides-soignantes, etc., qui vont chercher de l'information pour mieux faire leur travail auprès des usagers, pour mieux comprendre les maladies, mieux comprendre les implications et mieux comprendre comment réagir avec les usagers. Donc, pour moi, c'est tout à fait un partenaire indiqué pour cet appel à projet. Je pense que Franca aussi du Funambule n'est plus là, mais enfin, je lui ai demandé si elle voulait finir pour voir si ça pouvait l'intéresser. Mais ça va, je lui ferai passer le message, quoi. Ouais. Ok, très bien. Merci bien. Bien. Bon, n'hésitez jamais, de toute façon, si vous avez une question qui vous revient, que vous n'avez pas eu l'occasion de poser ou que vous n'avez pas osé poser, vous pouvez nous contacter en direct. Toutes nos coordonnées à ma collègue Pascal, qui est là aussi, ou à moi, sont sur le dépliant de présentation de l'appel à projet. Ça va? Ben, merci beaucoup et on est à votre service et à bientôt. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci.